Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de JCP. Alors pour cet épisode, nous retiendrons principalement l'interview d'Éric Lombard sur BFM TV le 17 janvier, c'est-à-dire le lendemain du rejet de la motion de censure contre le gouvernement suite au discours de politique générale, et notamment aux concessions faites au Parti socialiste sur le budget. Alors cette interview aborde beaucoup le sujet de la réforme des retraites. L'opposition aura bien réussi à réouvrir le sujet dans le contexte des discussions budgétaires et de la censure. Je vous laisse écouter l'interview de votre côté, mais j'aimerais me focaliser sur deux points. En premier, sur les propos du ministre suivant. Mais le ministère des Finances, c'est aussi le ministère des Entreprises. C'est beaucoup le ministère des Entreprises et on veut protéger les entreprises, on veut protéger le développement, on veut protéger l'emploi de cette façon. Et puis on a aussi une autre question. Quelle est la principale priorité du moment en réalité? C'est la transformation écologique. C'est ça l'impératif, le réchauffement climatique. Et là, il faut qu'on s'adapte. Et ça va demander beaucoup d'investissements qui sont des investissements qui ne sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises. Le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'économie, c'est l'investissement climatique. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique, sinon, va tuer l'économie. Mais cet investissement à court terme, il peut peser sur la rentabilité. Et donc, il faut accepter deux mouvements dans les années qui viennent, mais qui doit être le fait de ce que j'appelle un nouveau consensus économique pour qu'il y ait un meilleur partage et au profit de la planète et au profit des personnes. Ce qui amène à la question de cet épisode. Ce ministre est ministre de quoi? Il affirme protéger les entreprises et en même temps faire en sorte qu'elles soient moins rentables au nom de la doxa du dérèglement climatique. Alors que la rentabilité est la vocation d'une entreprise qui amène la croissance de cette entreprise qui peut investir et donc in fine la croissance du pays. Ce ministre socialiste prépare la décroissance, alors que les entreprises sont déjà dans une phase difficile avec des liquidations en forte augmentation. Bon courage aux entreprises et aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer en France. Ou bien ces propos étaient seulement pour amadouer ses confrères du PS. En lisant l'interview de François Hollande dans la Tribune de ce dimanche 19 janvier, l'écologie est devenue une ligne rouge à respecter pour éviter la censure. Voilà un sujet à suivre, mais nous sommes prévenus. Le deuxième point concerne la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, et son remplacement en 2026 par un autre prélèvement. Voilà ce qu'il disait. Il y avait aussi une participation exceptionnelle sur les hauts revenus, qui devait rapporter 2 milliards d'euros. On la garde dans le budget pour le moment. On pense qu'il pourrait être plus intelligent et plus équitable d'ailleurs de la ramener à une contribution qui serait différentielle, qui ne serait pas un impôt nouveau sur les hauts patrimoines, qui serait surtout une mesure anti-optimisation, vous savez, pour ces personnes qui ont un patrimoine important, qui est logé dans des holdings. Vous allez faire une sorte de retour quand même de l'ISF? Non, c'est pas un retour de l'ISF, parce que l'ISF, il touche la fortune indépendamment des autres impôts. Nous allons vérifier que chaque Français fortuné paye un niveau d'impôt, si on ajoute l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, rapporte et est une contribution suffisante au budget de la nation. Mais je le précise, on va mettre cela en débat avec les organisations professionnelles. La CDHR, c'est-à-dire l'augmentation arbitraire de l'impôt sur le revenu pour arriver à un taux moyen minimum de 20%, hors prélèvements sociaux et CEHR, est annoncée comme temporaire en 2025, en attendant son remplacement. Ce n'est pas clair si la CDHR sera applicable sur les revenus 2024 imposables en 2025 ou sur les revenus 2025 imposables en 2026. Vu les explications sur le nouveau prélèvement à définir, appelons-la contribution différentielle sur les hauts patrimoines, CDHP, la définition et la mise en œuvre semblent complexes et incertains, surtout si nous avons une nouvelle dissolution cet été, ce qui risque dans un premier temps de prolonger la CDHR au-delà de 2025. Je ne comprends pas quel seuil va être défini pour devenir éligible à la CDHP. À nouveau, une valeur arbitraire basée sur la justice fiscale? Comment les patrimoines dans les holdings vont être connus et pris en compte? Vont-ils se limiter à la somme de l'impôt sur les salaires, sur les revenus mobiliers et immobiliers et sur la fortune immobilière? Bref, beaucoup de flou pour l'instant. Ils ont peut-être déjà une idée grâce à un rapport d'un pseudo-économiste socialo-communiste, mais c'est un sujet à suivre. Parmi les autres sujets, nous avons eu le 14 janvier le discours de politique générale du Premier ministre. Un discours très général avec un Premier ministre très professoral, théoricien. Reste à voir s'il sera performant sur la mise en pratique. Le 15 janvier, Amélie de Montchalin est passée à la matinale de TF1.
Entre le discours de politique générale et avant l'accord avec le PS, pas beaucoup de substance à espérer. Beaucoup de temps sur la rediscussion de la réforme des retraites, sur le flou autour des 32 milliards d'économies. À noter une demi-confirmation rapide que le PFU n'augmentera pas cette année. Une demi-confirmation, puisque les risques ne pouvant être ignorés pour 2025. L'augmentation du PFU avait été approuvée en commission des finances de l'Assemblée pour un taux à 33%. Le MoDem, parti du Premier ministre, est favorable à cette augmentation à 33%. Mais elle a été rejetée par l'Assemblée le 12 novembre lors du vote d'ensemble de la partie recettes du projet de loi de finances. Il y avait donc un consensus pour cette augmentation qui pourrait revenir. C'est peu probable que le sujet soit à nouveau discuté lors du vote dans les prochaines semaines du budget, car la discussion actuelle au Sénat se limite aux dépenses, avant de revenir en commission mixte paritaire. Donc les revenus 2024 seraient protégés et resteraient sujets aux 30%. Mais on ne peut pas exclure qu'un projet de loi rectificatif du budget soit présenté en cours d'année, car le réalisé 2025 pourrait à nouveau déraper, et donc ça inclurait alors cette augmentation du PFU à 33% plus pour compenser, et devenant donc applicable dès courant 2025, car il s'agit d'un prélèvement non libératoire en avance aux impôts de l'année suivante. Et il est quasi assuré, même si rien ne se fait cette année, que le budget 2026 augmentera ce PFU, applicable alors aux revenus 2025 et suivants. Le 16 janvier a donc eu lieu le vote de la censure soumise par LFI, et lors du discours d'Olivier Faure, parmi toutes les concessions accordées par le gouvernement au PS, nous retiendrons surtout celles relatives aux taxes et impôts. Nous avons également obtenu le minimum de justice fiscale. La spéculation financière, les dividendes seront mieux taxés. Le crédit impôt recherche, la niche fiscale la plus coûteuse sera limitée. Et les patrimoines les plus insolents seront à nouveau taxés. Alors vous apprécierez le terme insolent. Et donc on obtient un peu plus de précision sur toutes ces concessions qui ont été accordées, et notamment, donc si on va voir les autres annonces, ce qu'on voit, c'est que la contribution différentielle sur les revenus sera maintenue, donc en fait cette année, en attendant un dispositif plus pérenne pour l'année prochaine, donc ça on en a parlé précédemment. Et autrement, donc une augmentation de la taxe sur les transactions financières de 0,1 point supplémentaire. Alors, cette taxe sur les transactions financières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été mise en place en 2012 par le président Sarkozy. Elle était à 0,1%, puis elle a été triplée donc, durant le mandat de François Hollande, jusqu'à 0,3%, ce qui est actuellement en vigueur. Donc vous voyez, il est passé à 0,2 juste au début de son mandat, et il est passé à 0,3 juste avant la fin de son mandat. Cette taxe, cette TTF, elle est applicable aux achats d'actions d'entreprises françaises qui ont une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. Elle n'est pas applicable lors des achats-ventes en intraday. Donc elle rapporte environ 1,6 à 1,8 millions d'euros par an. Et donc avec cette augmentation à 0,4%, ça va être 500 à 600 millions d'euros supplémentaires de recettes dans les caisses de l'État. Donc comme cette augmentation de la TTF, a priori elle passe par la loi et pas par décret, il reste à voir si elle va être ajoutée dans les discussions actuelles ou lors d'une loi rectificative qui sera présentée plus tard dans l'année. Et donc au final, à quelle date cette nouvelle TTF va devenir applicable. Alors, lorsque l'on voit toutes les concessions accordées au PS pour ne pas se faire censurer, je me demande si le Premier ministre n'a pas pour mandat de jouer la montre et tenir, quoi qu'il en coûte, jusqu'à la dissolution l'été prochain. À ces concessions pour éviter la censure du gouvernement s'ajoute un conclave de 3 mois et un probable débat au Parlement par la suite sur le sujet explosif de la réforme des retraites, ce qui amène donc vers mai-juin. Si le gouvernement venait à tomber avant, cela exposerait le président de la République qui devrait en théorie former un 3e gouvernement en 6 mois, et donc affaiblirait la France et surtout sa position. Se présenterait alors à lui 2 options, la démission ou l'article 16. Pour ce qui concerne le volet dépenses du budget,
On peut se réjouir de la fin annoncée du SNU, avec le budget qui a été coupé cette semaine par le Sénat, et donc qui met à mal sa généralisation, qui, elle, coûterait entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce budget, c'était 100 millions, mais 80 ont été reversés au budget du sport. Donc en fait, les économies sont minimes. De plus, ces économies, c'est seulement si ça passe dans la loi, au final. Comme le SNU, c'est une création du président, on ne peut pas exclure quelques coups de fil entre-temps pour revenir dans le droit chemin. C'est tout pour cette fois. Rendez-vous au prochain épisode ou entre-temps sur mon compte X.